Bonjour à tout le monde. Donc, nous poursuivons notre semaine de l'éco-conception et du Green IT sur programmer.com. Et pour ce nouveau entretien, pour ce nouveau contenu, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Laure. Grand merci à toi d'être là Avec avec plaisir. nous. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, en quelques minutes? Oui, pas de souci. Donc, je m'appelle Marie-Lorraine Chamelin et je suis consultante et formatrice en communication numérique et en gestion de projet. Et depuis 2020, en fait, je me suis certifiée sur l'éco-conception de services numériques parce que je voulais creuser la question des solutions qu'on pouvait trouver pour avoir un numérique plus sobre. Et du coup, j'ai pu, grâce à cette formation, avoir les clés en fait d'une bonne démarche d'éco-conception, mais on y reviendra par la suite. D'accord. Et c'est un nouveau profil qui apparaît ou c'est un profil un petit peu hybride? Au niveau de l'éco-conception en particulier, Au euh, niveau de ta formation et alors de sur cette comment toi tu te formation-là positionnes? spécifiquement, je pense que ça répond à un besoin justement d'allier sobriété et tout en essayant de garder le cap sur la performance, puisque forcément c'est un des critères des entreprises pour choisir telle ou telle solution pour travailler sa notoriété ou développer ses ventes, etc. En tout état de cause, il y a, je pense, une sensibilisation ou en tout cas un regard plus ouvert sur l'impact du numérique aujourd'hui. C'est quand même 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, donc c'est loin d'être anodin. Et surtout, c'est un des secteurs qui croît le plus vite, à hauteur de 8% par an. Donc il y a des vraies questions à se poser sur toutes les étapes du cycle de vie du numérique. Que ce soit d'un point de vue ressources, d'un point de vue accessibilité, éthique, etc. Il y a vraiment plein de sujets, c'est assez large comme thématique finalement, mais si on parle de l'éco-conception, c'est un moyen, en tout cas, de développer des solutions plus sobres, qui sont moins demandeuses d'énergie pour leur utilisation, qui utilisent moins de bandes passantes, qui utilisent moins de ressources. Voilà, donc c'est une solution intéressante à explorer. D'accord. Alors, en fait, quand on parle un petit peu d'éco-conception de Green IT, on se rend compte quand même que c'est tout un ensemble. En fait, on peut pas prendre l'un sans l'autre au bout du compte. En fait, on ne parle pas tout à fait de la même chose, c'est-à-dire que il y a la thématique du numérique responsable, donc qui est très large, qui ne va pas recouper que la dimension environnementale, mais qui va recouper plusieurs piliers fondamentaux. Donc, on va retrouver l'éthique, on va retrouver l'accessibilité, l'inclusion, l'aspect sécurité, effectivement l'aspect environnement, bien entendu, et encore d'autres. Et du coup, dans toute cette dimension-là du numérique responsable, l'éco-conception, en fait, c'est un moyen pour répondre à une problématique environnementale. Où là, on va vraiment trouver une méthodologie qui va nous permettre de nous questionner sur ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle de la solution qu'on souhaite développer. On ne va pas juste développer un site web, développer un site web va répondre à un besoin. C'est-à-dire, j'ai besoin d'une plateforme pour, je sais pas, réserver une chambre d'hôtel ou réserver un billet de train. Donc ça, c'est définir l'unité fonctionnelle et surtout rester focalisé sur cette unité fonctionnelle et pas s'éparpiller sur plein d'autres fonctionnalités un peu cosmétiques qu'on serait tenté d'ajouter à sa solution parce que on a envie de faire aussi bien que notre concurrent principal. Là, vraiment, l'idée, c'est d'avoir une feuille de route sur laquelle on va vraiment essayer de s'appuyer et de rester focus pour avoir une solution qui soit aussi très intéressante d'un point de vue expérience utilisateur. Donc, il n'y a pas que le développement, évidemment, c'est un point important, mais il y a aussi la notion de design et de user experience qui est fondamentale aussi sur le développement de solutions en éco-conception. D'accord. Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle un petit peu de Green IT, d'éco-conception, tout de suite, on va penser à tout ce qui est obsolescence, tout ce qui est utilisation de ressources, qui, au bout du compte, est-ce que c'est vraiment utile de consommer autant de ressources et c'est vrai que lorsqu'on voit que la moindre mise à jour de logiciel demande 350 mégas, on peut se dire qu'il y a peut-être là un potentiel.
Alors justement, c'est une bonne transition à la thématique d'obésiciel auquel aujourd'hui on est confronté. On a des solutions logicielles qui sont de plus en plus fournies en fonctionnalités diverses et variées, ce qui fait qu'effectivement, c'est des solutions lourdes et chaque nouvelle mise à jour va avoir un impact sur notre matériel et sur sa durabilité. Donc ça, c'est une première problématique, d'où cette notion de se re-questionner encore une fois sur cette unité fonctionnelle, sur le besoin principal sur lequel on doit rester focus, pour vraiment garder ça en ligne de mire et pas s'éparpiller voilà, sur des fonctionnalités complémentaires, mais qui fondamentalement ne seraient pas forcément utilisées par nos utilisateurs. Donc ça, c'est finalement la phase de conception concentre 80% de l'impact d'une solution. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment débloquer du temps sur cette phase de conception pour se poser les bonnes questions, tous ensemble autour de la table, que ce soit avec les différentes parties prenantes, que ce soit le client, que ce soit l'agence de développement ou les développeurs, développeuses indépendantes, les designers, les chefs de projet. Enfin voilà, il y a vraiment, je pense, c'est intéressant vraiment de travailler ça en amont pour être sûr de faire les bons choix, de les prendre collectivement et après de dresser sa feuille de route et de s'y tenir. Et après, on aura les solutions techniques qui vont nous aider à donner vie justement à une solution qui soit plus sobre. En fait, plus on a un cahier des charges précis, plus on a une idée claire de ce que l'on veut proposer, et mieux c'est qu'en fait, non, aussi. Disons que oui, le cahier des charges techniques et fonctionnelles va matérialiser concrètement comment le projet va s'articuler et va donner vie finalement, enfin, on va vraiment rentrer dans la phase opérationnelle finalement par rapport à ce qu'on aura décidé justement sur cette phase de conception. Mais souvent, on va un petit peu vite où on se dit c'est important de rajouter cette fonctionnalité-là, je sais que c'est attendu des utilisateurs, etc. Mais on ne se pose pas forcément la question de savoir si, d'une part, c'est compatible avec le projet auquel on a pensé. Est-ce que ça correspond à un véritable besoin de notre clientèle cible? Est-ce que ça va, in fine, être utilisé? C'est ça la vraie question. Est-ce que ça va être utilisé? Et on se rend compte sur un site web, par exemple, que 45% des fonctionnalités ne sont pas utilisées. Après, on peut dire par les utilisateurs. Donc ça, c'est une vraie leçon. Voilà, il faut être dans en fait, on pourrait presque dire pareil d'un outil de traitement de texte, parce que aujourd'hui, oui, bien sûr, traitement de texte, on a tellement d'options qu'au bout du compte, on se rend compte qu'on utilise quoi, peut-être 15 ou 25%. Ah mais tout à fait. Là, si on prend l'exemple d'un tableur ou fichier Excel, voilà, tableur, enfin évidemment, je pense qu'on utilise 10-15% du potentiel du logiciel. Parce que voilà, en fonction de notre utilité, de notre besoin, on ne va pas avoir forcément déjà les mêmes attentes avec l'outil, et puis surtout le vrai usage quotidien, il sera effectivement beaucoup plus restreint par rapport au potentiel de l'outil. Donc, est-ce qu'après, il ne faut pas réfléchir à une version, on va dire, standard et une version plus évoluée, payante, qui là va peut-être embarquer toutes ces fonctionnalités-là, mais qui correspondra à certaines catégories de clients et du coup seront beaucoup moins en termes de volume que, on va dire, le commun des mortels qui va utiliser Excel pour faire des tableaux, etc. Voilà, il y a peut-être aussi des formules comme ça à réfléchir, ou des fonctionnalités à débloquer en fonction des abonnements qu'on peut prendre sur un outil, ce qui permettrait d'avoir un usage récurrent en majorité sur un outil qui soit beaucoup moins impactant, puisqu'il il concentrera les fameuses 15% de fonctionnalités les plus couramment utilisées. Et en fait, c'est tout ça qui fait que aujourd'hui, on parle de logiciels effectivement obèses aujourd'hui. Le gras numérique. C'est à cause de ça, en fait, là, finalement, le fichier Excel, on n'est pas sur un gros logiciel en termes de poids et de fonctionnalité, mais l'illustration que vous en avez faite est juste, c'est-à-dire qu'effectivement, sur un logiciel comme Excel, on va utiliser 15% de son potentiel, de ses fonctionnalités. Du coup, il faut aussi re-questionner le besoin. Si on veut réfléchir à une mise à jour de l'outil, quelles sont les fonctionnalités les plus recherchées, les plus utilisées? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui sont obsolètes et qu'on va justement abandonner ou en tout cas mettre de côté? Ça, c'est un questionnement qu'il faut faire régulièrement.
Mmh. Un outil qu'on D'accord. développe à un instant T, il va évoluer parce que les besoins des utilisateurs évoluent, parce qu'il y a des innovations technologiques, de langage de programmation, etc., entre autres. Voilà, donc il faut aussi être à l'écoute de ça pour faire évoluer aussi Mmh. son approche, être en amélioration continue. Ouais, d'accord. Et en fait, ça, c'est un petit peu la faute de qui? Est-ce que c'est la faute de l'éditeur? Est-ce que c'est aussi la faute des utilisateurs, parce qu'on en entend toujours plus au bout du compte? Est-ce que c'est la faute des développeurs ou est-ce que c'est un mélange de tout ça? Oh, j'aimerais pas trop parler de c'est la faute à qui, parce que je pense que c'est sociétal en fait. On est D'accord. aujourd'hui, on a une facilité d'accès à la technologie, Mmh. on associe toujours le progrès technique à une révolution, à une facilité de confort, à Mmh, mmh, mmh. toujours plus vite, toujours plus facilement. Enfin voilà, on est vraiment dans cette dynamique-là, hein, pas toujours à raison. Mais en fait, on est tous complètement intégrés, hein, on fait partie du système autant les uns que les autres. Donc on est toujours sur finalement ce schéma assez classique de l'offre et la demande. Mmh. Que veut la demande? Donc l'offre va s'adapter, va évoluer aussi. Et par exemple, je vais vous donner un exemple assez concret, c'est aujourd'hui l'usage de la vidéo. Mmh. La vidéo aujourd'hui, ça représente 80% du trafic sur Internet. Donc c'est colossal et on sait que la vidéo est très impactante d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue éthique, parce qu'il y a des contenus qui ne sont pas du tout contrôlés, notamment sur les réseaux sociaux, et qui peuvent poser problème aussi d'un point de vue éthique et sécurité, Mmh. etc. Mais quand on s'arrête aussi sur le sujet environnemental, on voit bien que la vidéo, c'est des formats qui peuvent être très lourds. Mmh. Donc il y a quand même des bonnes pratiques aussi à adopter quand on veut inclure la vidéo dans ses logiciels, sites web, applications mobiles, etc. Donc évidemment, si on reprend cette logique d'offre et la demande, les consommateurs consomment de plus en plus de vidéos parce qu'ils aiment se divertir. C'est un format ludique, Mmh. facile. On est facile parce qu'on ne va pas lire un contenu, on va nous pousser un contenu Mmh. qu'on va accueillir, écouter, regarder, etc., qui Mmh. va nous divertir, nous informer. Enfin, il y a plein de types de contenus différents. Et forcément, de ce constat-là, les outils qui permettent justement l'accès à la vidéo va s'adapter, va proposer d'offres multiples et on le voit notamment sur toute l'explosion des plateformes de streaming, Mmh. Netflix, Amazon Prime, Mmh. etc. Tous les nouveaux formats vidéo qui sont proposés aussi sur les réseaux sociaux. Mmh. Là, on voit ça exploser. Enfin, ne serait-ce que le succès de TikTok est une Ouais. illustration parfaite Ouais, 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 tout de à fait. l'appétence des consommateurs sur la Ça, vidéo. ça, c'est colossal. Ça, c'est C'est ces dernières colossal. années là, depuis surtout avec le confinement et la crise sanitaire, Mmh. ça a vraiment fait exploser les compteurs sur Mmh. l'usage de TikTok. Ouais. Mais, Donc il y a mais, cette mais, mais c'est vrai que l'on voit effectivement un, euh, un, un pic depuis le confinement, en fait, donc depuis 2 ans, des usages comme ça du numérique, parce que comme effectivement on était quand même un petit peu bloqué chez soi, est-ce que ça influence encore plus nos usages? ça a fait évoluer nos usages, clairement. D'accord. C'était un des moyens, le numérique, aussi bien d'un point de vue consommateur que d'un point de vue marque, entreprise, organisation, de garder le lien. Mmh. On était tous chacun isolé dans notre coin. Voilà, le numérique nous permet de garder le lien, Ouais. que ce soit d'un point de vue personnel ou Mmh. professionnel. Et forcément, les usages ont fortement évolué depuis. On le voit, ne serait-ce que d'un point de vue professionnel, la place de la visioconférence aujourd'hui. La visioconférence, avant, on en faisait ponctuellement. Maintenant, c'est devenu Mmh. un réflexe pour bon nombre de réunions Mmh. de groupe. Donc ça, c'est une illustration. La vente e-commerce a explosé aussi pendant le confinement. Forcément, c'était un des moyens, un des rares moyens qui Ouais. restait pour pouvoir faire Mmh. de la vente, pour pouvoir acheter des produits, etc. Donc ça a forcément impacté nos usages aussi par rapport au e-commerce. Et donc ça perdure. Après le Mmh. confinement, ça perdure. Ouais. L'usage des réseaux sociaux aussi s'est fortement accéléré et renforcé. Mmh. Donc forcément, ça devient un outil indispensable aujourd'hui pour les entreprises, pour Mmh. en tout cas développer leur parole ou développer leur notoriété. Mmh. Alors, c'est vrai que lorsqu'on écoute certains commentateurs ou certaines analyses dans l'usage
de la téléconférence, comme du Meet ou du Teams, etc., ou du Zoom, on nous met en face, oui, mais les personnes, elles ne se déplacent pas. Donc, effectivement, au bout du compte, on compense comme ça. Sauf que peut-être qu'on oublie un petit peu trop vite que tous ces services-là tournent sur des infrastructures, tournent sur des serveurs, qu'il nous faut des réseaux de télécom qui font le lien entre tout ça. On va consommer du matériel, de l'énergie aussi chez soi. Donc, en fait, est-ce que c'est un vrai faux argument de dire oui, mais on se déplace moins, donc effectivement, on compense? Je dirais tout est question de proportion. Mmh. Ça, c'est un premier point. Effectivement, la visioconférence, elle va limiter les déplacements. Plutôt que de faire une réunion d'1 heure à Paris et de prendre le train ou l'avion, on va rester chez soi, on va effectivement optimiser son temps. Donc, ça a du sens de ce point de vue-là. Après, il ne faut pas perdre de vue aussi l'importance de l'humain. Donc, il faut trouver pour moi un équilibre entre des réunions présentielles et des réunions en distanciel. Mais effectivement, la visioconférence, c'est très pratique. Après, il y a des bonnes pratiques aussi à adopter. Quand on a juste un call à faire avec une personne, on va garder simplement le téléphone. On n'a pas besoin de visioconférence. Et aujourd'hui, des fois, on perd un peu ce réflexe-là parce qu'on l'avait avant. On l'avait pendant le confinement, justement pour garder cette notion de contact visuel avec la personne avec qui on échange. Donc, ça a du sens quand on est nombreux. Après, pas trop non plus, parce que forcément, ça fait passer... c'est un impact sur la bande passante, sur la vie de nos équipements, leur durabilité. Mais après, il y a des petites astuces aussi à faire quand on est en visioconférence. Voilà, ne serait-ce que couper la caméra ou simplement en début de réunion se faire un petit coucou un petit coucou caméra, puis après couper et tout simplement en partage d'écran. Voilà, on a déjà un impact un peu limité par rapport à une bonne pratique de ce type-là. Mais pour moi, c'est vraiment, ça dépend de la proportion, ça dépend du nombre de personnes concernées. Et pour moi, il faut surtout garder l'équilibre. C'est-à-dire que l'une ou l'autre des solutions ne va pas à chacune présente un intérêt, mais il faut garder quand même le lien humain, ça reste fondamental. D'accord. Alors, pour parler encore plus concrètement aujourd'hui, quelles seraient un petit peu pour toi les bonnes pratiques vraiment à avoir en tête tout le temps, alors que ce soit dans les conceptions, que ce soit plus largement dans le Green IT ou dans toutes les notions de gestion de son matériel? Alors, il y a pas mal de bonnes pratiques, mais on va surtout parler de la notion de matériel, justement. Aujourd'hui, les 2/3 de l'empreinte environnementale du numérique se concentrent sur le matériel, justement. Parce que le matériel qu'on a, il faut le fabriquer. Il faut aller chercher des ressources que parfois on extrait et qui vont avoir un impact en termes de pollution, en termes d'éthique, en termes d'utilisation de ressources abiotiques avec des ressources qui sont finies aujourd'hui. On le sait, les ressources du numérique, toutes les terres rares, les matériaux, etc., les métaux, ce sont des ressources qu'on aura très difficilement accès dans une trentaine d'années. En tout cas, on sera vraiment contraint à cette pénurie de ressources. Dans ce cadre-là, aujourd'hui, on est sur des usages qui sont de plus en plus croissants, que ce soit les smartphones, les ordinateurs, les tablettes, etc., et le contenu qu'on va visualiser. Donc pour moi, il y a plusieurs responsabilités qui vont impacter cette notion de matériel. Déjà, il y a une responsabilité au niveau des entreprises, et notamment des entreprises de téléphonie, de services de streaming, etc., qui doivent abandonner ces postures de matraquage marketing publicitaire qui vont pousser à l'obsolescence psychologique, c'est-à-dire qui vont pousser les consommateurs à renouveler leur matériel alors que le leur est tout à fait fonctionnel. D'accord ? Donc là, il y a déjà cette notion d'obsolescence psychologique. Après, on a évidemment l'obsolescence technique, de proscrire justement cette obsolescence programmée, où j'ai un exemple typique avec Apple. Si on a un matériel qui est plus assez récent, on ne va pas pouvoir faire de mise à jour logicielle. Et du coup, on ne va plus pouvoir utiliser certaines applications, ce qui va nous inviter, nous pousser vers le rachat d'un matériel plus neuf. Donc ça, pour moi, c'est vraiment des pratiques
qui touchent la responsabilité de ces entreprises-là et qui doivent être proscrites. Donc, ça doit aussi être aidé et poussé par la législation. Et on va y revenir après. Après, il y a notre posture en tant que consommateur, de comprendre qu'un matériel numérique, quand on pense à un smartphone, il y a quand même 50 métaux, ressources différentes dans un smartphone. C'est quand même pas anodin. C'est vraiment effectivement une prouesse technologique, mais qui a un impact réel sur la planète et les ressources, ne serait-ce pour les exploiter et puis surtout aller les extraire de la croûte terrestre. Donc, ça a un vrai impact. Et on peut du coup réfléchir à des solutions pour éviter de renouveler son matériel tous les 2 ans. Par exemple, si je parle du smartphone, où on va peut-être se dire, on peut essayer de réparer. Voilà, j'ai cassé la vitre de mon téléphone ou ma batterie diminue à vue d'œil. Je n'ai pas forcément besoin de changer mon téléphone. Je peux trouver des solutions en termes de réparation. Je peux, in fine, si j'arrive pas à réparer ou entretenir mon appareil, pouvoir acheter du matériel reconditionné, voilà, qui va être moins impactant que du matériel neuf. C'est aussi sur certains usages du numérique de pourquoi pas penser à la mutualisation du matériel plutôt que de chacun avoir un matériel de manière individuelle. Il y a un exemple qui est un peu parlant. Alors après, je ne parle pas de faisabilité, mais je parle de questionnement. Si on imagine un immeuble en copropriété où on a 25 appartements avec 25 box Internet dans l'immeuble, est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'on ne peut pas raisonner différemment pour pouvoir apporter un service de qualité, mais sans avoir autant de matériel et moins penser individuel, mais essayer de voir comment on peut mutualiser nos efforts en termes d'équipement. Si je pense maintenant à un ordinateur, là, ça va tous nous concerner. Dans les années 80, on était plutôt sur une durée de vie je crois que c'est entre moyenne de 10 ans à peu près, 10 ou 12 ans. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 4 ans. Alors, il y a donc évidemment la pression marketing, mais pas que. Il y a aussi cette problématique de gras logiciel. Et que du coup, un logiciel qu'on va qualifier d'obésiciel va avoir un impact sur la durabilité et la durée de vie de notre matériel parce qu'il va demander plus de ressources, plus d'énergie et du coup va avoir un impact sur la durée de vie de notre matériel. Donc ça aussi, là on en vient plutôt à la responsabilité des concepteurs et des développeurs de solutions, de se dire voilà, l'éco-conception peut être un moyen de justement minimiser ce gras logiciel pour permettre déjà d'avoir une bonne expérience utilisateur parce qu'on va rester focus sur notre unité fonctionnelle et va aussi avoir un impact moindre sur nos équipements parce que on va avoir une solution plus légère et donc moins impactante d'un point de vue énergie notamment. Donc voilà, donc effectivement, je pense que tout est imbriqué, il n'y a pas de... c'est un tout, c'est notre système en fait, c'est notre société qui fait que voilà, chacun va apporter de l'eau au moulin et du coup voilà, après il faut se re-questionner aussi sur nos véritables besoins en tant que consommateur. Mais du coup, la question de la publicité et en tout cas du marketing, forcément va avoir un rôle prépondérant sur justement comment accompagner et faire évoluer les usages des consommateurs. Là où on est dans une société de croissance, donc il faut aussi allier croissance et croissance raisonnée, finalement se re-questionner sur nos usages, nos véritables besoins, voilà, pour répondre aussi à cette problématique. Moi, j'irais même effectivement un petit peu au-delà. C'est même plus une question de besoin, c'est qu'on est dans une société où en fait, la notion de connexion, elle est ultra présente. Donc en fait, on est dans une société hautement connectée et tout pousse effectivement à être connecté tout le temps en fait. Alors, du coup, c'est un constat en fait. C'est le constat que l'on fait aujourd'hui. Et c'est vrai que le smartphone n'a été au bout du compte qu'un déclencheur, qu'une caisse de résonance d'un constat qu'on faisait déjà quand les premiers smartphones ils sont arrivés. C'est sûr. Moi, je pense que ça a aussi un véritable impact sur les jeunes générations. Ah oui. Et nous, on a été équipés, moi personnellement, j'ai 41 ans, donc j'ai été équipée d'un téléphone quand j'avais 18 ans. Donc j'ai évité cette période, on va dire, critique de l'adolescence avec un téléphone entre les mains. Et là, aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai accompagnement à faire aussi sur ces jeunes générations, sur déjà comprendre. Alors,
pourquoi pas les impacts environnementaux, je pense que c'est un sujet sur lequel ils sont sensibles, mais aussi les impacts d'un point de vue contenu, éthique, pour aussi leur permettre de garder cette capacité de réflexion et de prise de hauteur sur des sujets et de ne pas croire ou assimiler toute information qu'ils pourraient recevoir des réseaux sociaux, d'aller questionner les sources, les différences de points de vue, etc. Parce que ça va avoir un impact sur leur capacité à raisonner, à penser et il faut les accompagner là-dessus parce que il y a du bon dans le numérique, bien entendu, mais il y a aussi des travers qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut accompagner les jeunes générations aussi sur ces sujets. Alors, si là, on reparle un petit peu des équipes IT et des équipes techniques, comment aujourd'hui on peut les sensibiliser, en tout cas mieux les former ou mieux les informer plutôt déjà sur ces impacts-là, parce que c'est vrai que lorsqu'on discute avec des équipes de dev, c'est vrai qu'on va aller effectivement à l'essentiel. Donc eux, ils sont là pour coder, pour faire des projets, mais effectivement, on ne leur dit pas forcément, voilà, il faut être un petit peu plus économe en ressources. Là, au lieu d'utiliser des énormes fichiers ou des énormes assets techniques, essaye plutôt de voir avec le designer qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que c'est pas non plus des réflexes qu'il faut qu'on essaye d'assimiler? Alors, ça se fera pas en 3 mois évidemment, mais en tout cas de mieux sensibiliser effectivement à ce que tu disais là, qui serait peut-être temps de couper le gras de tous les services IT que l'on peut avoir au bout du compte. Pour moi, la sensibilisation, elle est fondamentale. C'est pour moi le point de départ d'une réflexion plus approfondie sur le sujet du numérique responsable. Et idéalement, cette ambition ou cette volonté, elle doit être portée par la direction d'une structure. On peut très bien organiser des actions de sensibilisation de manière ponctuelle, etc. Mais pour moi, c'est essentiel, en tout cas, ça aura plus d'impact si on l'intègre dans une vision globale d'entreprise et une volonté, en fait, on va donner un cap, en fait, on va dire, voilà, on a peut-être une démarche RSE, par exemple, donc responsabilité sociétale des entreprises, dans laquelle on peut intégrer une démarche de numérique responsable. Et pour moi, s'il y a un message de la direction qui va porter, qui va donner du sens et qui va du coup après s'illustrer par un plan d'action, là, ça va plus facilement embarquer les équipes. Ou en tout cas, on va sentir qu'il y a un mouvement global de la structure, de l'organisation qui va pousser à ça. Et dans lequel on va pouvoir intégrer des actions de sensibilisation, d'échange entre les équipes, de favoriser la transversalité sur des sujets globaux comme le numérique responsable qui va finalement toucher tout le monde. Donc pour moi, c'est vraiment travailler collectivement et partir sur vraiment un élan global qui va donner du sens. Parce qu'on peut très bien dire à un développeur, écoute, s'il te plaît, pense à réencoder toutes les vidéos ou à éviter les vidéos ou à éviter une surcharge de fichiers JavaScript, etc. Peu importe. Si on lui dit, voilà, juste une action comme ça ponctuelle, il va dire, bon, ok, mais pourquoi moi, ça me demande plus de boulot ou j'ai plus de réflexion. Enfin, voilà, il va plus penser il comprend pas effectivement à l'impact, à son impact. Voilà, il va plus penser à son impact individuel, ce qu'on comprend très bien. Mais il n'aura pas de sens, en fait. On ne va pas lui donner un cap, une vision. Et pour moi, la vision, elle est essentielle pour embarquer les gens et de se dire, voilà, tous collectivement, on va agir à notre niveau, ce qui fait qu'il y aura plus d'impact à l'échelle de la structure et ça va un peu plus porter chaque individu. Alors après, il y en aura bien sûr qui seront plus ou moins sensibles à ces questions, ça c'est pareil partout. Mais du coup, on va pouvoir vraiment peut-être mettre en place des actions de sensibilisation, de simplement faire découvrir qu'est-ce que c'est le numérique responsable, qu'est-ce que ça intègre, de participer par exemple à des ateliers tels que la fresque du numérique, qui est un petit peu sur le modèle de la fresque du climat. Donc, c'est un atelier en fait de 3 heures basé sur l'intelligence collective, dans lesquels les participants vont être acteurs de cet atelier. Et l'objectif, c'est de leur faire prendre conscience en fait des impacts environnementaux du numérique, environnementaux et sociaux. Socio-sociétaux d'ailleurs, on peut être plus large. On va raisonner en cycle de vie et du coup, on va comprendre un petit peu quels sont les impacts à chaque étape du cycle de vie. Et du coup, l'intelligence collective, elle permet à chacun finalement de sensibiliser et surtout de se nourrir des connaissances des uns et des autres. Donc, on va progresser collectivement. Donc, ça, c'est un outil qui est intéressant de ce point de vue-là.
Après, il y a des outils de formation en ligne qui sont tout à fait accessibles et qui permettent déjà d'avoir un premier niveau de connaissance. Je vais parler notamment du MOOC de l'Institut du numérique responsable, qui est très bien fait, qui est vraiment accessible à tous et qui déjà donne un premier niveau de connaissance sur qu'est-ce que c'est le numérique responsable, quelles sont les solutions, quelles sont les causes, etc. etc. Du coup, on peut très bien mettre en place un plan, une stratégie de numérique responsable sur laquelle on va pouvoir jouer sur la sensibilisation, sur la formation pour former les développeurs sur des nouvelles techniques d'éco-conception, les designers également, où on va pouvoir mettre en place une politique d'achat responsable dans laquelle on va intégrer toute la dimension numérique. Aujourd'hui, par exemple, il y a plein de structures, plein d'organisations qui vont renouveler leur parc informatique tous les 2 ans. Alors pourquoi tous les 2 ans? Bonne question. Ça peut être des renouvellements d'appels d'offres. Enfin, voilà, il y a pas mal peut-être de la dimension commerciale a un impact à ce niveau-là, alors que le matériel, il pourrait très bien durer 5 ans. Donc il y a déjà aussi une réflexion à se poser à ce niveau-là. Pourquoi on ne renouvellerait pas avec du matériel reconditionné? Autre question aussi qu'on peut se poser en politique d'achat. Voilà, qu'est-ce qu'on fait sur le matériel? C'est très intéressant parce que tu as des constructeurs qui proposent aujourd'hui effectivement du reconditionnement de leur propre matériel d'ailleurs. Ouais, ça se développe, c'est en train d'évoluer. On a notamment la loi RIN de novembre donc de l'année dernière, novembre 2021, qui favorise en fait le fait de limiter le renouvellement des appareils, justement pour limiter l'impact environnemental, qui va pousser à ça et qui va pousser aussi à l'achat numérique reconditionné. Donc ça, si la loi favorise ces bonnes pratiques-là, ça va forcément pousser les entreprises à aller de l'avant sur ces questions. Une question bête sur cette partie que tu viens d'évoquer. Est-ce que les règles fiscales, est-ce que les règles comptables ont changé? Parce que on sait aussi que un des problèmes que tu citais au niveau du renouvellement des équipements, c'est qu'on a de l'immobilisation, donc ça c'est des règles fiscales, enfin des règles comptables, décidément, qui font que aussi que pour une entreprise, il est plus intéressant en fait de renouveler tous les 3-4 ans que de ne pas le faire, parce qu'on est dans des écritures comptables qui font que ça avantage les comptes de l'entreprise. Et là, il est prévu de changer un petit peu les règles ou pas du tout, à ton avis? Alors, moi, je ne suis pas experte sur la dimension comptable, donc je ne préfère pas m'exprimer sur ce point-là. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est quelle est notre véritable volonté. Si on est dans une structure et qu'on veut engager une démarche de politique de numérique responsable, on va devoir se questionner sur nos enjeux et nos priorités. Est-ce que nos priorités, c'est justement de favoriser justement les comptes de résultats par rapport à des décisions comptables, ou est-ce que c'est d'avoir un véritable impact sur le numérique responsable et commencer à prendre des décisions qui vont avoir un impact durable? Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment la vraie question. Et après, ça va. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de problématique comptable et que ça sera plus complexe. Hein. C'est pas simplement un claquement de doigts qui va changer les choses, mais en tout cas, c'est une volonté qui va nous porter, qui va vraiment nous pousser à aller de l'avant sur tel ou tel sujet. On va se fixer des enjeux par rapport à une stratégie et on va essayer de s'y tenir si on veut vraiment avoir un impact et pas tomber dans le greenwashing. Oui, tout à fait. Je te laisse quelques secondes pour une conclusion. Si on a une conclusion, effectivement une bonne pratique à mettre en avant, quelle serait-elle pour toi? Alors, si je dois synthétiser tout ce que j'ai dit, ça va être complexe, mais en tout cas, ouais, c'est ça, c'est pas un exercice aisé. En tout cas, si je dois m'adresser aujourd'hui à plutôt des directeurs techniques ou des développeurs, je dirais vraiment prenez le temps de cette phase de conception de solutions, rassembler autour de la table toutes les parties prenantes liées au projet, soit le client, le chef de projet, les développeurs, l'équipe de dev, l'équipe de designers, etc., etc. Même d'ailleurs des utilisateurs. Hein. On fait de plus en plus de bêta testing, etc. sur nos solutions. Et vraiment, questionnez-vous collectivement sur c'est quoi le plus important par rapport à une solution qu'on va envisager et de définir ensemble la ligne directrice de tel ou tel projet et de garder vraiment cet objectif-là sur toute la mise en œuvre opérationnelle du projet. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel.
Bien sûr, après, il y a d'autres conseils, c'est bien sûr s'intéresser à ces nouvelles formes d'éco-conception, de se former. Il y a des formations de plus en plus qui apparaissent et qui sont accessibles, qui sont finançables. Donc, il y a aussi les plans de formation qui peuvent prendre le relais. De rester ouvert et curieux par rapport à l'évolution de ces façons d'opérer, de se mettre en réseau avec d'autres personnes qui ont déjà expérimenter ce type de solution, quelles ont été leurs difficultés de mise en œuvre, qu'est-ce qui ont été, quelles a été les bonnes surprises, etc. Vraiment avoir des retours d'expérience pour voilà aussi se rassurer sur le fait que ça fonctionne et puis un bon retour des personnes qui ont déjà expérimenté. Il y a aussi un ouvrage que je vous conseillerais, enfin 2 ouvrages pour les développeurs. Donc, il y a les 115 bonnes pratiques d'éco-conception de services numériques qui a été porté par le Green IT et toute une liste de contributeurs, et notamment par Frédéric Bordage. Donc là, il y a la 4e édition qui va sortir sous peu, qui est accessible soit en livre au format numérique ou papier, mais il y a aussi le GitHub qui va être accessible. Et il y a aussi le guide d'éco-conception qui a été créé par les designers éthiques. Donc là, c'est plus sur l'angle de design, mais qui est complémentaire, qui est intéressant. Et vous verrez dans ces ouvrages-là, alors surtout dans le premier, il montre la force de l'impact par rapport à chaque bonne pratique proposée, la difficulté de mise en œuvre, un peu le procédé de mise en place, et puis voilà quelques bonnes pratiques liées à quelques astuces liées à la mise en place de la bonne pratique. Et il y a également le collectif Green IT qui met à disposition plein de ressources accessibles sur le net qui vous aideront à avancer sur ce sujet. Parfait. En tout cas, un grand merci à toi. J'espère que ça a donné des pistes, en tout cas des réflexions à celles et ceux qui nous écoutent. En tout cas, un grand merci encore une fois à toi d'avoir pris le temps, d'avoir répondu à nos questions. Merci, et bien entendu, vous retrouverez tous les contenus de cette semaine du Green IT et de l'éco-conception sur programmer.com, et beaucoup de contenus aussi en podcast, comme notre podcast qu'on vient de faire. Merci à tout le monde et à très bientôt. Merci beaucoup.